bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir les histoires de réussite de personnages célèbres et inconnus, ordinaires et brillantes qui, face à d'énormes problèmes et difficultés, ont atteint leur objectif dans le livre audio de Malcolm Gladwell, David et Goliath, comment les moins forts réussissent à vaincre, envers et contre tout. On suppose qu'être plus grand, plus fort et plus riche est toujours bénéfique. Est-ce vraiment le cas ? Que se passe-t-il lorsque des personnes ordinaires et défavorisées affrontent des géants ? Dans ce livre audio, Malcolm Gladwell prouve que les personnes qui ont le plus de succès viennent du monde de la souffrance et de l'adversité. Chapitre 1. Vivek Ranadivé. C'était vraiment bizarre parce que mon père n'avait jamais joué au basketball. 1. Lorsque Vivek Ranadivé décida de devenir l'entraîneur de l'équipe de basketball dans laquelle jouait sa fille, Anjali, il s'imposa 2 principes. Premièrement, il n'élèverait jamais la voix. L'équipe faisait partie d'une ligue mineure et était composée de jeunes filles de 12 ans. Et il savait d'expérience qu'à cet âge, on réagit mal aux cris. Sur le terrain, il dirigerait les choses comme il le faisait dans sa société de génie logiciel. Il parlerait calmement et doucement, et il persuaderait ses basketteuses du bien fondé de son approche en faisant appel à leur raison et à leur bon sens. Son deuxième principe était plus important. Originaire de Mumbai, Ranadivé a joué au cricket et au soccer dans sa jeunesse, et il n'oubliera jamais le premier match auquel il a assisté aux États-Unis. Il trouvait que c'était un sport idiot. Les joueurs de l'équipe A marquaient un point et se retiraient immédiatement dans leur zone. À partir de la ligne de touche, un joueur de l'équipe B faisait alors une passe à un autre joueur qui driblait jusque dans la zone adverse où les joueurs de l'équipe A attendaient patiemment. Et ainsi de suite, à tour de rôle jusqu'à la fin du match. Un terrain de basketball réglementaire fait 29 mètres de long. La plupart du temps, une équipe n'en défend que 7, concédant les 22 mètres restants à l'équipe adverse. À l'occasion, les joueurs font un pressing sur tout le terrain, c'est-à-dire qu'ils empêchent activement leur adversaire de faire avancer le ballon. Mais cela ne dure que quelques minutes à la fois. Aux yeux de Ranadivé, tout se passe comme s'il y avait une conspiration dans l'univers du basketball pour que chaque match se déroule de façon à favoriser les bonnes équipes. Celles-ci comptent de grands joueurs, qui sont de bons dribbleurs et de bons tireurs, qui ont tout le loisir d'exécuter dans la zone adverse leur stratégie soigneusement élaborée. Pourquoi donc les équipes plus faibles jouent-elles de manière à leur faciliter encore plus les choses ? Ranadivé évalua ses joueuses. Morgan et Julia avaient de l'expérience, mais Nikki, Angela, Dani, Holly, Annika et sa propre fille, Anjali, n'avaient jamais joué au basketball. Elles n'étaient pas très grandes. Elles ne savaient pas lancer et elles n'étaient pas des dribbleuses particulièrement habiles. Elles n'étaient pas du genre à jouer au basketball après l'école juste pour le plaisir. C'étaient, pour reprendre les termes de Ranadivé, de petites blondes de Menlo Park au cœur de Silicon Valley, en Californie. Elles avaient des pères programmeurs et mordus d'informatique, elles travaillaient sur des projets scientifiques, elles lisaient de gros livres compliqués et rêvaient de devenir des spécialistes de la biologie marine. L'entraîneur savait que si elles respectaient les conventions du jeu, autrement dit, si elles laissaient l'équipe adverse dribbler jusque dans leur zone sans s'y opposer, elles ne gagneraient jamais contre les passionnés de basketball. Ranadivé était arrivé en Amérique à 17 ans avec $50 en poche. Il n'acceptait pas facilement de perdre. Le deuxième principe qu'il s'imposa fut, dès lors, de montrer à son équipe comment faire un véritable pressing sur tout le terrain, pendant tout le match, chaque match. Et grâce à cette stratégie, son équipe réussit à se classer au championnat national. C'était vraiment bizarre, dit Anjali Ranadivé, parce que mon père n'avait jamais joué au basketball. 2.
Supposons que l'on dresse la liste de tous les conflits armés qui ont eu lieu au cours des 200 dernières années entre de très grands et de très petits pays. Pour les besoins de l'exercice, un grand pays est défini comme ayant une population au moins 10 fois plus nombreuse et une armée au moins 10 fois plus forte que son adversaire. D'après vous, à quelle fréquence les grands pays ont-ils remporté la guerre? J'imagine que la plupart d'entre vous répondraient qu'ils ont gagné dans presque tous les cas, car ils étaient beaucoup plus puissants. Vous serez donc surpris d'apprendre que, selon le politologue Ivan Aregintoft, qui a examiné la question il y a quelques années, les grands pays ont eu le dessus sur leurs adversaires dans 71,5% des cas. Autrement dit, dans un peu moins d'un cas sur 3, le petit pays a battu le grand. Aregintoft a ensuite raffiné son analyse en examinant ce qui s'était passé lorsque, à l'instar de David, le petit pays avait refusé de se battre selon les règles établies par le grand pays et avait eu recours à des méthodes non conventionnelles ou à des tactiques de guérilla. Le pourcentage de victoire des petits pays est alors passé de 28,5% à 63,6%. En d'autres termes, vous n'auriez pas intérêt à miser sur les États-Unis si vous deviez parier sur l'issue d'une guerre entre ce pays et le Canada, 10 fois moins populeux, en supposant que celui-ci décide d'utiliser des méthodes de combat non traditionnelles. On pense que les outsiders ont très peu de chances d'arracher des victoires. Mais Aregintoft démontre que ce n'est pas du tout le cas. Il arrive à tout bout de champ que des concurrents donnés pour perdants gagnent. Pourquoi alors est-on aussi surpris chaque fois que l'on entend dire qu'un David a battu un Goliath? Pourquoi tient-on pour acquis qu'une personne qui est moins puissante, riche ou habile est nécessairement désavantagée? La révolte arabe contre la Turquie, qui occupait l'Arabie, vers la fin de la Première Guerre mondiale, est l'un des conflits examinés par Aregintoft. Les Arabes, qui partaient perdants, furent aidés par les Britanniques et notamment par T.E. Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Le but était de détruire le long chemin de fer que les Turcs avaient bâti entre Damas et le désert du Hidjaz. Le défi était énorme. Alors que les Turcs disposaient d'une formidable armée moderne, Lawrence se trouvait à la tête d'une bande de bédouins indisciplinés. C'étaient des nomades, non des militaires qualifiés. Des canailles sans formation, dont la plupart n'ont jamais tenu un fusil, disait Sir Reginald Wingate, commandant britannique en poste dans la région. Mais ils étaient coriaces et mobiles. Le soldat bédouin type était capable de parcourir 175 km par jour dans le désert, même en été, car il ne transportait qu'un fusil et une centaine de munitions, 20 kg de farine et un seul litre d'eau puisqu'il savait comment en trouver. Nos atouts restaient la vitesse et le temps, nullement la force de choc, écrit Lawrence dans Les 7 piliers de la sagesse. Il reprend plus loin. Les Bédouins qui formaient notre masse de manœuvre et sur lesquels nous devions nous fonder n'avaient pas l'habitude des opérations méthodiques. Leur actif était tout autre. Mobilité, résistance à la fatigue, confiance en soi, connaissance du terrain, courage intelligent. Au XVIIIe siècle, le général Maurice de Saxe écrit que c'est dans les jambes et non dans les bras que réside le secret des manœuvres et des combats. Or, les troupes de Lawrence n'étaient que jambes. Ainsi, entre le 24 mars et le 6 avril 1917, Lawrence et ses hommes dynamitèrent 60 rails et coupèrent la ligne télégraphique à Buère, 24 mars, sabotèrent un train et 24 rails à Abu el-Naham, 25 mars, dynamitèrent 15 rails et coupèrent la ligne télégraphique à Istabal-Antar, 27 mars, menèrent un raid contre une garnison turque et firent dérailler un train, 29 mars, revinrent à Buère pour saboter à nouveau le chemin de fer, 31 mars, dynamitèrent 11 rails à Édia, 3 avril, effectuèrent un raid contre la ligne de chemin de fer de la région de Wadi Daïji, 4 et 5 avril, et déclenchèrent 2 attaques, 6 avril. Lawrence réussit son coup de maître dans la ville portuaire d'Aqaba. Les Turcs s'attendaient à se faire attaquer par les navires britanniques qui patrouillaient dans les eaux du golfe d'Aqaba à l'ouest. Lawrence décida d'entrer dans la ville par l'est, soit une zone qui n'était pas protégée, car elle donnait sur le désert. À cette fin, il fit parcourir près de 1000 km à ses hommes, en faisant un détour au nord par le désert du Hidjaz et le désert de Syrie, l'une des régions les plus inhospitalières du Moyen-Orient, surtout en été. Ce printemps, la vallée semblait grouillée de vipères, de serpents à capuchon, de cobras et de serpents noirs, écrit Lawrence.
Il poursuit. Il était presque impossible de tirer de l'eau dans l'obscurité. Des serpents nageaient dans les mares ou dormaient, noués sur la berge. 2 fois, des serpents à capuchon vinrent se tordre dans le cercle de nos buveurs de café. 3 de nos hommes succombèrent à leurs morsures. 4, les membres affreusement gonflés, se remirent après une terreur et des souffrances atroces. Le traitement des Haweitat était d'envelopper la partie malade d'un emplâtre fait avec la peau du serpent et de lire aux patients des chapitres du Coran jusqu'au moment où ils mourraient. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.